Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Alphonse Daudet que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir d'entamer la lecture du Nabab, donc un roman d'Alphonse Daudet. Nous allons lire la préface de cet ouvrage. Il y a 100 ans, le sage écrivait ceci en tête de Gil Blas. Comme il y a des personnes qui ne sauraient lire sans faire des applications des caractères vicieux ou ridicules qu'elles trouvent dans les ouvrages, je déclare à ces lecteurs malins qu'ils auraient tort d'appliquer les portraits qui sont dans le présent livre. J'en fais un aveu public. Je ne me suis proposé que de représenter la vie des hommes telle qu'elle est. Toute distance gardée entre le roman de Le Sage et le mien, c'est une déclaration du même genre que j'aurais désiré mettre à la première page du Nabab dès sa publication. Plusieurs raisons m'en ont empêché. D'abord, la peur qu'un pareil avertissement n'eût trop l'air d'être jeté en appât au public et de vouloir forcer son attention. Puis, j'étais loin de me douter qu'un livre écrit avec des préoccupations purement littéraires pût acquérir ainsi tout d'un coup cette importance anecdotique et me valoir une telle nuée bourdonnante de réclamations. Jamais, en effet, rien de semblable ne s'est vu. Pas une ligne de mon œuvre, pas un de ses héros, pas même un personnage en silhouette qui ne soit devenu motif à allusion, à protestation. L'auteur a beau se défendre, jurer ses grands dieux que son roman n'a pas de clé, chacun lui en forge au moins une, à l'aide de laquelle il prétend ouvrir cette serrure à combinaison. Il faut que tous ces types aient vécu. Comment donc qu'ils vivent encore, identiques de la tête aux pieds? Mon pavon est un tel, n'est-ce pas? La ressemblance de Jenkins est frappante. Celui-ci se fâche d'en être, tel autre de n'en être pas. Et cette recherche du scandale aidant, il n'est pas jusqu'à des rencontres de noms fatales dans le roman moderne, des indications de rue, des numéros de maisons choisies au hasard qui n'est servi à donner une sorte d'identité à des êtres bâtis de 1000 pièces et en définitive absolument imaginaires. L'auteur a trop de modestie pour prendre tout ce bruit à son compte. Il sait la part qu'ont eu dans cela les indiscrétions amicales ou perfides des journaux. Et sans remercier les uns plus qu'il ne convient, sans en vouloir aux autres outre mesure, il se résigne à sa tapageuse aventure comme à une chose inévitable et tient seulement à honneur d'affirmer, sur 20 ans de travail et de probité littéraire, que cette fois, pas plus que les autres, il n'avait cherché cet élément de succès. En feuilletant ses souvenirs, ce qui est le droit et le devoir de tout romancier, il s'est rappelé un singulier épisode du Paris cosmopolite d'il y a 15 ans. Le romanesque d'une existence éblouissante et rapide traversant en météore le ciel parisien a évidemment servi de cadre au Nabab, à cette peinture des mœurs de la fin du Second Empire. Mais autour d'une situation, d'aventure connue que chacun était en droit d'étudier et de rappeler, quelle fantaisie répandue que d'invention, que de broderie, surtout quelle dépense de cette observation continuelle, éparse, presque inconsciente, sans laquelle il ne saurait y avoir d'écrivain d'imagination. D'ailleurs, pour se rendre compte du travail cristallisant qui transporte du réel à la fiction, de la vie au roman, les circonstances les plus simples, il suffirait d'ouvrir le Moniteur officiel de février 1864 et de comparer certaines séances du corps législatif au tableau que j'en donne dans mon livre. Qui aurait pu supposer, d'après tant d'années écoulées, ce pari à la courte mémoire, qui aurait pu supposer qu'après tant d'années écoulées, ce pari à la courte mémoire saurait reconnaître le modèle primitif dans l'idéalisation que le romancier en a faite, et qu'il s'élèverait des voix pour accuser d'ingratitude celui qui ne fut point, certes, le commensal assidu
de son héros, mais seulement dans leur rare rencontre, un curieux en qui la vérité se photographie rapidement et qui ne peut jamais effacer de son souvenir les images une fois fixées. J'ai connu le vrai Nabab en 1864. J'occupais alors une position semi-officielle qui m'obligeait à mettre une grande réserve dans mes visites à ce fastueux et accueillant Levantin. Plus tard, je fus liée avec un de ses frères, mais à ce moment-là, le pauvre Nabab se débattait au loin dans des buissons d'épines cruelles et l'on ne le voyait plus à Paris que rarement. Du reste, il est bien gênant pour un galant homme de compter ainsi avec les morts et de dire « Vous vous trompez ». Bien que ce fût un hôte aimable, on ne m'a pas souvent vu chez lui. Qu'il me suffise donc de déclarer qu'en parlant du fils de la mère Françoise comme je l'ai fait, j'ai voulu le rendre sympathique et que le reproche d'ingratitude me paraît de toute façon une absurdité. Cela est si vrai que bien des gens trouvent le portrait trop flatté et plus intéressant que nature. À ces gens-là, ma réponse est fort simple. Jean Zoulet m'a fait l'effet d'un brave homme. Mais en tout cas, si je me trompe, prenez-vous-en aux journaux qui vous ont dit son vrai nom. Moi, je vous ai livré mon roman comme un roman mauvais ou bon, sans ressemblance garantie. Quant à Maurras, c'est autre chose. On a parlé d'indiscrétion, de défection politique, mon Dieu. Je ne m'en suis jamais cachée. J'ai été à l'âge de 20 ans attachée du cabinet du haut fonctionnaire qui m'a servi de type et mes amis de ce temps-là savent quel grave personnage politique je faisais. L'administration a dû, elle aussi, garder un singulier souvenir de ce fantastique employé à crinière mérovingienne. Toujours le dernier venu au bureau, le premier parti et ne montant jamais chez le duc que pour lui demander des congés, avec cela d'un naturel indépendant, les mains nettes de toute cantate et si peu inféodé à l'Empire que le jour où le duc lui offrit d'entrer à son cabinet, le futur attaché crut devoir déclarer avec une solennité juvénile et touchante qu'il était légitimiste. L'impératrice l'est aussi, répondit l'Excellence en souriant d'un grand air impertinent et tranquille. C'est avec ce sourire-là que j'ai toujours vu, sans avoir besoin pour cela de regarder par le trou des serrures, et c'est ainsi que je l'ai peint tel qu'il aimait à se montrer dans son attitude de Richelieu-Brumel. L'histoire s'occupera de l'homme d'État. Moi, j'ai fait voir, en le mêlant de fort loin à la fiction de mon drame, le mondain qu'il était et qu'il voulait être, assuré d'ailleurs que de son vivant, il ne lui eût point déplu d'être présenté ainsi. Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, ces déclarations faites en toute franchise, retournons bien vite au travail. On trouvera ma préface un peu courte, et les curieux y auront en vain cherché le piment attendu. Tant pis pour eux. Si brève que soit cette page, elle est pour moi 3 fois trop longue. Les préfaces sont cela de mauvais, surtout qu'elles vous empêchent d'écrire des livres. Alphonse Daudet. 1. Les malades du docteur Jenkins. Debout sur le perron de son petit hôtel de la rue de Lisbonne, rasé de frais, l'œil brillant, la lèvre entr'ouverte d'aise, ses longs cheveux vaguement grisonnants épandus sur un vaste collet d'habits, carré d'épaules, robuste et sain comme un chêne, l'illustre docteur irlandais Robert Jenkins, chevalier du Medici et de l'ordre distingué de Charles III d'Espagne, membre de plusieurs sociétés savantes ou bienfaisantes, président fondateur de l'œuvre de Bethléem, Jenkins, enfin le Jenkins des pères, le Jenkins à base arsénicale, c'est-à-dire le médecin à la mode de l'année 1864, l'homme le plus occupé de Paris, s'apprêtait à monter en voiture un matin de la fin de novembre, quand une croisée s'ouvrit au premier étage sur la cour intérieure de l'hôtel et une voix de femme
demanda timidement « Rentrerez-vous déjeuner, Robert ?» Oh, de quel bon et loyal sourire s'éclaira tout à coup cette belle tête de savant et d'apôtre, et dans le tendre bonjour que ses yeux envoyèrent là-haut vers le chaud peignoir blanc entrevu derrière les tentures soulevées, comme on devinait bien une de ces passions conjugales tranquilles et sûres, que l'habitude resserre de toute la souplesse et la solidité de ses liens. Non, Madame Jenkins. Il aimait à lui donner ainsi publiquement son titre d'épouse légitime, comme s'il eût trouvé là une intime satisfaction, une sorte d'acquis de conscience envers la femme qui lui rendait la vie si riante. Non, ne m'attendez pas ce matin. Je déjeune place Vendôme. Ah oui, oui, le nabab, dit la belle Madame Jenkins avec une nuance très marquée de respect pour ce personnage des 1001 nuits dont tout Paris parlait depuis un mois. Puis, après un peu d'hésitation, bien tendrement, tout bas, entre les lourdes tapisseries, elle chuchota rien que pour le docteur. Surtout, n'oubliez pas ce que vous m'avez promis. C'était vraisemblablement quelque chose de bien difficile à tenir, car au rappel de cette promesse, les sourcils de l'apôtre se froncèrent, son sourire se pétrifia, toute sa figure prit une expression d'incroyable dureté, mais ce fut l'affaire d'un instant. Au chevet de leurs riches malades, ces physionomies de médecins à la mode deviennent expertes à mentir. Avec son air le plus tendre, le plus cordial, il répondit en montrant une rangée de dents éblouissantes « Ce que j'ai promis sera fait, Madame Jenkins. Maintenant, rentrez vite et fermez votre croisée. Le brouillard est froid ce matin. » Oui, le brouillard était froid, mais blanc comme de la vapeur de neige, et tendu derrière les glaces du grand coupé, il égayait de reflets doux le journal déplié dans les mains du docteur. Là-bas, dans les quartiers populeux, resserrés de noir dans le Paris commerçant et ouvrier, on ne connaît pas cette jolie brume matinale qui s'attarde aux grandes avenues. De bonne heure, l'activité du réveil, le va-et-vient des voitures maraîchères, des omnibus, des lourds camions secouant leurs ferrailles l'ont vite haché, effiloqué, éparpillé. Chaque passant en emporte un peu dans un paletot râpé, un cache-nez qui montre la trame, des gants grossiers frottés l'un contre l'autre. Elle imbibe les blouses frissonnantes, les waterproofs jetés sur les jupes de travail. Elle se fond à toutes les haleines chaudes d'insomnie ou d'alcool, s'engouffre au fond des estomacs vides, se répand dans les boutiques qu'on ouvre, les cours noirs, le long des escaliers dont elle inonde la rampe et les murs, jusque dans les mansardes sans feu. Voilà pourquoi il en reste si peu dehors. Mais dans cette portion de Paris, espacée et grandiose où demeurait la clientèle de Jenkins, sur ces larges boulevards plantés d'arbres, ces quais déserts, le brouillard planait immaculé, en nappes nombreuses, avec des légèretés et des floconnements de ouate. C'était ferme et discret, presque luxueux, parce que le soleil, derrière cette paresse de son lever, commençait à répandre des teintes doucement pourprées qui donnaient à la brume enveloppant jusqu'au faîte les autels alignés, l'aspect d'une mousseline blanche jetée sur des étoffes écarlates. On aurait dit un grand rideau abritant le soleil tardif et léger de la fortune, épais rideau où rien ne s'entendait que le battement discret d'une porte cochère, les mesures en fer blanc des laitiers, les grelots d'un troupeau d'ânesses passant au grand trot suivi du souffle court et haletant de leur berger, et le roulement sourd du coupé de Jenkins commençant sa tournée de chaque jour. D'abord à l'hôtel de Morat. C'était sur le quai d'Orsay, tout à côté de l'ambassade d'Espagne, dont les longues terrasses faisaient suite aux siennes. Un magnifique palais ayant son entrée principale rue de Lille et une porte sur le bord de l'eau.
entre deux hautes murailles revêtues de lierre reliées entre elles par d'imposants arcs de voûte, le coupé fila comme une flèche, annoncé par deux coups d'un timbre retentissant qui tirèrent Jenkins de l'extase où la lecture de son journal semblait l'avoir plongé. Puis les roues amortirent leur bruit sur le sable d'une vaste cour et s'arrêtèrent après un élégant circuit contre le perron de l'hôtel surmonté d'une large marquise en rotonde. Dans la confusion du brouillard, on apercevait une dizaine de voitures rangées en ligne, et le long d'une avenue d'acacias, tout sec en cette saison et nus dans leur écorce, les silhouettes de palefreniers anglais promenant à la main les chevaux de selle du duc. Tout révélait un luxe ordonné, reposé, grandiose et sûr. J'ai beau venir matin, d'autres arrivent toujours avant moi, se dit Jenkins, en voyant la file où son coupé prenait place. Mais certain de ne pas attendre, il gravit la tête haute, d'un air d'autorité tranquille, ce perron officiel que franchissait chaque jour tant d'ambitions frémissantes, d'inquiétudes aux pieds trébuchants. Dès l'antichambre, élevée et sonore comme une église, et que deux grands feux de bois, en dépit des calorifères brûlants nuit et jour, emplissaient d'une vie rayonnante, le luxe de cet intérieur arrivait par bouffées tièdes et capiteuses. Cela tenait à la fois de la serre et de l'étuve. Beaucoup de chaleur dans de la clarté, des boiseries blanches, des marbres blancs, des fenêtres immenses, rien d'étouffé ni d'enfermé, et pourtant une atmosphère égale faite pour entourer quelque existence rare, raffinée et nerveuse. Jenkins s'épanouissait à ce soleil factice de la richesse. Il saluait d'un bonjour mes enfants, le Suisse poudré aux larges baudriers d'or, les valets de pied en culottes courtes, livrés or et bleu, tous debout pour lui faire honneur, effleuraient du doigt la grande cage des Ouistiti pleine de cris aigus et de cabrioles, et s'élançaient en sifflotant sur l'escalier de marbre clair, rembourré d'un tapis épais comme une pelouse, conduisant aux appartements du duc. Depuis 6 mois qu'il venait à l'hôtel de Morat, le bon docteur ne s'était pas encore blasé sur l'impression toute physique de gaieté, de légèreté que lui causait l'air de cette maison. Quoi qu'on fût chez le premier fonctionnaire de l'Empire, rien ne sentait ici l'administration ni ses cartons de paperasse poudreuse. Le duc n'avait consenti à accepter des hautes dignités de ministre d'État, président du Conseil, qu'à la condition de ne pas quitter son hôtel. Il n'allait au ministère qu'1 heure ou 2 par jour, le temps de donner les signatures indispensables, et tenait ses audiences dans sa chambre à coucher. En ce moment, malgré l'heure matinale, le salon était plein. On voyait là des figures graves, anxieuses, des préfets de province aux lèvres rases, aux favoris administratifs, un peu moins arrogants dans cette antichambre que là-bas dans leur préfecture, des magistrats, l'air austère, sobre de gestes, des députés aux allures importantes, gros bonnets de la finance, usiniers cossus et rustiques parmi lesquels se détachait ça et là la grêle tournure ambitieuse d'un substitut ou d'un conseiller de préfecture en tenue de solliciteur, habits noirs et cravate blanche, et tous debout, assis, groupés, ou solitaires crochetaient silencieusement du regard cette haute porte fermée sur leur dessein, par laquelle ils sortiraient tout à l'heure triomphants, ou la tête basse. Jenkins traversa la foule rapidement et chacun suivait d'un œil d'envie ce nouveau venu que l'huissier à chaîne correcte et glaciale, assis devant une table à côté de la porte, accueillait d'un petit sourire à la fois respectueux et familier. « Avec qui est-il » demanda le docteur en montrant la chambre du duc. Du bout des lèvres, non sans un frisement d'œil légèrement ironique, l'huissier murmura un nom qui
s'il l'avait entendu, aurait indigné tous ces hauts personnages attendant depuis 1 heure que le costumier de l'opéra eût terminé son audience. Un bruit de voix, un jet de lumière, Jenkins venait d'entrer chez le duc. Il n'attendait jamais, lui. Debout, le dos à la cheminée, serré dans une veste en fourrure bleue dont les douceurs de reflets affinaient une tête énergique et hautaine, le président du conseil faisait dessiner sous ses yeux un costume de Pierrette que la duchesse porterait à son prochain bal. Et donnait des indications avec la même gravité que s'il eût dicté un projet de loi. Ruchez la fraise très fin et ne ruchez pas les manchettes. Bonjour Jenkins, je suis à vous. Jenkins s'inclina et fit quelques pas dans l'immense chambre dont les croisées ouvrant sur un jardin qui allait jusqu'à la Seine encadraient un des plus beaux aspects de Paris, les ponts, les Tuileries, le Louvre, dans un entrelacement d'arbres noirs comme tracés à l'encre de Chine sur le fond flottant du brouillard. Un large lit très bas, élevé de quelques marches, 2 ou 3 petits paravents de laque aux vagues et capricieuses dorures, indiquant ainsi que les doubles portes et les tapis de haute laine, la crainte du froid poussée jusqu'à l'excès, des sièges divers, chaises longues, chauffeuses, répandues, un peu au hasard, tout bas, arrondis, de forme indolente ou voluptueuse, composaient l'ameublement de cette chambre célèbre où se traitent les plus graves questions et aussi les plus légères, avec le même sérieux d'intonation. Au mur, un beau portrait de la duchesse. Sur la cheminée, un buste du duc, œuvre de Félicia Ruiz, qui avait eu au récent salon les honneurs d'une première médaille. « Eh bien, Jenkins, comment va ce matin ?» dit l'Excellence en s'approchant pendant que le costumier ramassait ses dessins de mode épars sur tous les fauteuils. « Et vous, mon cher duc ? Je vous ai trouvé un peu pâle hier soir aux variétés. »« Oh, allons donc, je ne me suis jamais si bien portée. »« Vos perles me font un effet du diable. Je me sens d'une vivacité, une verdeur. Quand je pense comme j'étais fourbue il y a 6 mois. » Jenkins, sans rien dire, avait appuyé sa grosse tête sur la fourrure du ministre d'État à l'endroit où le cœur bat chez le commun des hommes. Et il écouta un moment, pendant que l'Excellence continuait à parler sur le ton indolent excédé qui faisait un des caractères de cette distinction. « Avec qui étiez-vous donc, docteur, hier soir ? Ce grand tartare bronzé qui riait si fort sur le devant de votre avant-scène. »« Oh, c'était le nabab, monsieur le duc. Ce fameux Jean Zoulet dont il est tant question en ce moment. » J'aurais dû m'en douter. Toute la salle le regardait. Les actrices ne jouaient que pour lui. Vous le connaissez ? Quel homme est-ce ? Je le connais. C'est-à-dire que je le soigne. Merci, mon cher duc, j'ai fini. Tout va bien par là. En arrivant à Paris, il y a 1 mois, le changement de climat l'avait un peu éprouvé. Il m'avait fait appeler et depuis, il m'a pris en grande amitié. Ce que je sais de lui, c'est qu'il a une fortune colossale gagnée à Tunis au service du bey, un cœur loyal, une âme généreuse, des idées d'humanité. À Tunis, interrompit le duc, fort peu sentimental et humanitaire de sa nature. Alors pourquoi ce nom de nabab ? Bon, les Parisiens n'y regardent pas de si près. Pour eux, tout riche étranger est un nabab, n'importe d'où ils viennent. Celui-ci, du reste, a bien le physique de l'emploi. Un teint cuivré, les yeux de braise ardente, de plus une fortune gigantesque dont il fait, je ne crains pas de le dire, l'usage le plus noble et le plus intelligent. C'est à lui que je dois... Ici, le docteur prit un air modeste. C'est à lui que je dois d'avoir enfin pu constituer l'œuvre de Bethléem pour l'allaitement des enfants. Qu'un journal du matin que je parcourais tout à l'heure, Le Messager, je crois, appelle
la grande pensée philanthropique du siècle. Le duc jeta un regard distrait sur la feuille que Jenkins lui tendait. Ce n'était pas celui qu'on prenait avec des phrases de réclame. « Il faut qu'il soit très riche, ce monsieur Jean Zoulet, dit-il froidement. Il commandite le théâtre de Cardaillac. Pavon lui fait payer ses dettes. Boilerie lui monte une écurie. Le vieux Swalbach une galerie de tableaux, c'est de l'argent tout cela. » Jenkins se mit à rire. « Que voulez-vous, mon cher duc ? Vous le préoccupez beaucoup, ce pauvre nabab. Arrivé ici avec la ferme volonté de devenir parisien, homme du monde, il vous a pris pour modèle en tout. Et je ne vous cache pas qu'il voudrait bien étudier son modèle de plus près. Je sais. Mon Pavon m'a déjà demandé de me l'amener. Mais je veux attendre, je veux voir. Avec ces grandes fortunes qui viennent de si loin, il faut se garder. Mon Dieu, je ne dis pas si je le rencontrais ailleurs que chez moi, au théâtre ou dans un salon. Justement, Madame Jenkins compte donner une petite fête le mois prochain si vous vouliez nous faire l'honneur. Oh, j'irai très volontiers chez vous, mon cher docteur, et dans le cas où votre nabab serait là, je ne m'opposerai pas à ce qu'il me fût présenté. À ce moment, l'huissier de service entr'ouvrit la porte. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Merci de nous avoir suivis. C'était donc le Nabab d'Alphonse Daudet. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Salut!